Le Kosovo ferme son principal poste frontière avec la Serbie après de nouvelles manifestations. Pristina demande aux forces du maintien de la paix de l'OTAN d'intervenir. Le bilan de la tempête hivernale extrême aux États-Unis risque encore de s'alourdir. Dans l'État de New York, le plus touché, les autorités cherchent encore les potentielles victimes. La Chine rouvre ses frontières après 3 ans d'isolement. Une décision qui pourrait entraîner un rebond des infections au Covid-19, selon l'OMS. Alors que la Russie maintient la pression sur l'Ukraine, le président ukrainien a décrit les principaux objectifs de son pays pour 2023. Le pape François a annoncé que son prédécesseur Benoît XVI était gravement malade. L'ancien souverain pontife était apparu de plus en plus fragile ces derniers mois. Nouvelle montée des tensions dans les Balkans occidentaux. Ce mercredi, le Kosovo a fermé son principal poste frontière avec la Serbie en réponse aux barricades érigées par des manifestants serbes la veille. Le gouvernement serbe considère la protestation comme démocratique et pacifique. Lors de sa conférence de presse, le Premier ministre kosovar Albin Kurti a qualifié ces barricades d'actes illégaux et criminels et appelé les forces de maintien de la paix de l'OTAN, la KFOR, à les dégager. De son côté, le ministre serbe de la Défense affirme que Belgrade ne cherche qu'à protéger ses concitoyens et n'hésitera pas à mobiliser les troupes si nécessaire. L'accord doit garantir la sécurité des Serbes au Kosovo-Metohija. C'est l'ultime condition concernant notre pays et ce que le président a déclaré très clairement ces derniers jours. C'est à nous de trouver une solution politique. Personne ne souhaite de conflit, mais l'armée serbe est prête, entraînée, courageuse et déterminée à protéger les intérêts de la Serbie, c'est-à-dire notre pays et sa souveraineté. La Russie a réaffirmé son soutien à Belgrade dans cette crise. La Serbie ne reconnaît pas l'indépendance de son ancienne province méridionale et encourage les 120 000 Serbes au Kosovo à défier les autorités locales, au moment même où Pristina veut asseoir sa souveraineté sur l'ensemble du territoire. Aux États-Unis, les habitants, équipes de secours et de déneigement continuent de réparer les dégâts causés par la tempête glaciale Elliott. Survenue en pleine période de Noël, Elliott a bloqué de nombreux Américains sur les routes enneigées ou chez eux, parfois sans électricité. Situé au cœur de la tempête, l'État de New York recense le plus de morts. Dans la ville de Buffalo, près de 100 mètres de neige sont tombés. Il y avait beaucoup de neige, les voitures étaient bloquées, les gens essayaient quand même de circuler. C'était fou. Trop de personnes conduisaient, trop de personnes n'écoutaient pas la radio. Les voitures bloquaient toutes les routes, ce qui empêchait les gens de rentrer chez eux. Je suis à Buffalo depuis le 5 février 1970. J'ai émigré ici de Roumanie et c'est la pire chose que j'ai vue dans cette ville et l'État de New York depuis 1970. Mardi, le service météorologique américain indiquait que les températures devraient remonter d'ici la fin de semaine. Cela pourrait permettre aux avions immobilisés par les conditions météorologiques extrêmes de repartir. Depuis une semaine, le chaos règne dans les aéroports avec des milliers de passagers et valises en attente. La compagnie nationale Southwest Airlines est la plus affectée avec plus de 10 000 vols annulés depuis mercredi dernier. Les critiques envers l'entreprise pleuvent alors qu'elle continue d'annuler des milliers de vols. Malgré la flambée des infections au Covid-19 et les hôpitaux submergés, la Chine s'ouvre à nouveau au monde. Fini les justificatifs et la quarantaine obligatoire. À partir du 8 janvier, un simple test PCR négatif suffira pour entrer et sortir du territoire. L'annonce surprise de Pékin mardi dernier a provoqué une ruée vers les vols internationaux. Les prix des billets ont explosé et les agences de voyage ont du mal à suivre. Depuis ce matin, nous avons reçu de nombreuses demandes de nos clients via WeChat, email et téléphone. Ils demandent s'ils peuvent de nouveau voyager normalement à l'étranger et si une quarantaine sera nécessaire à leur retour de l'international. Cette réouverture soudaine de la Chine inquiète cependant de nombreux pays. La communauté internationale craint une reprise de l'épidémie, amplifiée par l'apparition de nouveaux variants.
Aux États-Unis, des responsables ont déclaré mardi que des restrictions d'entrée pour les voyageurs venant de Chine étaient envisagées. Malgré des revers importants, la Russie maintient la pression sur l'Ukraine. Selon ces images fournies par Moscou, ce mardi, les forces russes ont bombardé plusieurs territoires de l'Est et du Sud de l'Ukraine. Le même jour, le chef de la diplomatie russe a de nouveau affirmé que le Kremlin n'avait pas l'intention d'accepter les conditions de Kiev pour la paix. De son côté, le président ukrainien a décrit les principaux objectifs de son pays pour 2023. Pour l'année à venir, nous devons garder une vision commune de nos objectifs nationaux. Bien sûr, il est question de la libération de notre pays, de la restauration de l'Ukraine, du retour de notre peuple, de la poursuite du rapprochement de notre État avec les partenaires clés et de la recherche de nouvelles opportunités pour l'Ukraine dans le monde. Ce sont là quelques-unes des nombreuses missions qui nous attendent dans un avenir proche. Les victimes de Kherson sont enterrées. Ces derniers jours, cette ville, reconquise en novembre par l'armée ukrainienne, a été particulièrement visée, avec notamment le bombardement samedi du centre-ville qui a tué 10 personnes. À une trentaine de kilomètres de Kherson, le village de Posad-Provoske a été complètement détruit suite à l'occupation russe. Alors que les jours les plus rudes de l'hiver arrivent, les quelques habitants restants se préparent à survivre aux conditions extrêmes. De son côté, le président russe Vladimir Poutine a récemment déclaré que son assaut contre l'Ukraine visait à unir le peuple russe. Le pape François a annoncé mercredi que son prédécesseur Benoît XVI était gravement malade et qu'il priait pour lui. Le Vatican a confirmé l'aggravation de l'état de santé de l'ancien souverain pontife allemand, précisant qu'il restait sous surveillance médicale. J'aimerais vous demander à tous une prière spéciale pour le pape émérite Benoît, pour entretenir sa mémoire, car il est gravement malade, pour demander au Seigneur de le consoler et de le soutenir. S'exprimant avec difficulté, l'ancien chef d'État du Vatican, à 95 ans, était apparu de plus en plus fragile ces derniers mois. Benoît XVI, de son vrai nom Joseph Ratzinger, avait renoncé à sa fonction en 2013 en raison d'une santé défaillante. Par ce geste, inédit en 700 ans, le premier pape allemand de l'histoire moderne a ouvert la voie à ses successeurs. La Pologne va acheter 2 satellites d'observation et de reconnaissance d'origine française. Un contrat d'équipement militaire évalué à environ 500 millions d'euros d'après le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu. Les satellites seront disponibles d'ici 2 ans. En attendant, la Pologne obtiendra l'accès à des données provenant de satellites français. Un achat qui fait figure d'apaisement après 6 ans de froid entre Paris et Varsovie. La Pologne avait renoncé à acheter 50 hélicoptères militaires français en 2016, une perte estimée à 2 milliards d'euros pour la France. Avec le bleu du kaftan, c'est une ode à l'amour sous toutes ses formes que livre la réalisatrice marocaine Mariam Touzani. Le film a été présélectionné pour l'Oscar du meilleur film étranger. C'est seulement le 2e film marocain en présélection depuis Omar m'a tué en 2012 par le réalisateur franco-marocain Roch Dizem. Il raconte l'histoire d'un couple propriétaire d'un magasin d'habits traditionnels marocains et montre la force de leur amour malgré l'inavouable homosexualité du mari Halim. Et moi, ce que j'ai envie de faire à travers ce film aussi, c'est de créer de l'empathie pour des personnages. C'est qu'on apprenne à les connaître. C'est qu'on leur donne une chance justement pour comprendre qui ils sont, pour les aimer tels qu'ils sont. Et c'est pour ça que c'est un film qui parle d'amour pour moi avant tout. C'est pas un film qui parle d'homosexualité, c'est un film qui parle d'amour. Au Maroc, où le film était présenté en séance spéciale pendant le festival du film de Marrakech, l'homosexualité est toujours réprimée et peut être punie de 6 à 3 mois de prison. Et le risque de dénonciation maintient un climat de peur pour les personnes LGBT. La liberté d'aimer nous appartient, elle n'appartient qu'à nous. Et je pense qu'à présent, il y a encore un long chemin à faire. Et j'espère justement que le film va pouvoir contribuer à un débat sain, afin de faire évoluer aussi les lois, parce qu'il y a des lois très restrictives aussi. C'est-à-dire, et si on ne fait pas évoluer les lois, derrière, on ne peut pas s'attendre à ce que les mentalités évoluent complètement.
Et pour savoir si le bleu du caftan est nominé aux Oscars, le rendez-vous est fixé au 24 janvier.